Bien, nous allons poursuivre et presque terminer ce chapitre consacré à la flexion des poutres et en particulier à la flexion de 3 points dans cette quatrième séquence. Donc nous sommes toujours dans la partie modélisation de ce chapitre et après avoir appris à définir, dans le cas d'une poutre isostatique, les sollicitations internes sous la forme d'un effort tranchant et d'un moment fléchissant, on va maintenant s'intéresser à un des champs de sortie qui nous intéresse, d'abord le déplacement et ensuite les contraintes, en utilisant la relation de Clapeyron qu'on appelle la relation moment-courbure. Alors, lorsqu'on peut faire l'hypothèse que les conséquences des efforts tranchants sont négligeables devant les conséquences des moments fléchissants, et on l'a déjà dit, c'est lorsqu'on est en présence d'une poutre longue, la longueur doit être 4 à 10 fois supérieure à la plus grande des dimensions transverses, alors il existe une relation entre le moment, m2z, à l'abscisse x, et la courbure. C'est ce qu'on voit apparaître à gauche de l'équation, et dans cette équation, on voit d'une part apparaître le matériau qui constitue la poutre, au travers du module de Young, grand E. On voit apparaître des caractéristiques de la section, qui n'étaient pas encore apparues, au travers du moment quadratique, IZ, on reviendra sur son calcul tout à l'heure, et ensuite, on voit apparaître une équation différentielle, puisqu'on voit la dérivée seconde de la fonction déplacement y de x, c'est le déplacement vertical, suivant l'axe y, à l'abscisse x. Et cette relation a été proposée par un Français qui s'appelait Clapeyron. Alors, on connaît les équations des moments fléchissants à droite et à gauche de la coupure, eh bien, on va naturellement utiliser cette relation. Donc, à gauche de la coupure, lorsque x appartient à l'intervalle 0, L sur 2, eh bien, on écrit que y seconde de m sur 2 est égal à m2 de x à ei près. On remplace m2 par sa valeur. L'avantage des fonctions polynomiales, c'est que ça s'intègre très facilement. Donc on obtient ei y' 2 de x qui est égal à f sur 4x2 plus une constante d'intégration alpha. Et en intégrant une deuxième fois, ei y2 de x, le déplacement vertical à l'abscisse x, qui est égal, x2 lorsqu'on l'intègre devient x3 sur 3, donc f sur 12, x3 plus alpha x plus bêta. Deux constantes d'intégration que l'on déterminera grâce aux conditions aux limites. On écrit en parallèle ou en regard l'équation différentielle pour la partie droite de la poutre, lorsque x appartient à l'intervalle L sur 2 et L, il est conseillé, recommandé d'écrire toujours dans quel intervalle sont valables vos fonctions. On remplace m1 par sa valeur avec une petite remarque pour les gens qui ne sont pas habitués aux intégrations. Tout à l'heure, le moment m de x, on l'avait écrit sous la forme f sur 2 que multiplie L moins x. Et pour éviter les changements de signe lors d'intégrations successives, on a tout intérêt à réécrire L moins x en moins x moins L, de façon à intégrer directement. Il n'est pas du tout recommandé de développer cette fonction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une condition aux limites, en x égale L, qui nous sera très facile d'utiliser si on conserve cette écriture. On intègre une première fois, x moins L devient x moins L au carré sur 2. On fait apparaître une constante d'intégration, appelée ici gamma. On intègre une seconde fois, x moins L au carré devient x moins L au cube sur 3. Et donc, par conséquence, voilà les deux fonctions au bas de l'écran qui traduisent le déplacement vertical. Alors, il faut trouver maintenant, grâce aux conditions aux limites, il faut trouver les valeurs des constantes d'intégration. Alors, on va se servir des propriétés des appuis. Les appuis, suivant leur nature, autorisent ou interdisent certains mouvements, des mouvements de translation et des mouvements de rotation. Les appuis simples, tout comme les articulations, dans ce cas, vont interdire le déplacement vertical. Par exemple, pour l'appui de gauche, pour x égale 0, le déplacement est nul. Donc si on remplace x par la valeur 0 dans la fonction que nous venons de trouver, on obtient immédiatement que bêta est égal à 0. Et pour la partie droite, on va remplacer x par L au niveau de l'appui B. Vous voyez que le terme en x moins L va, entre guillemets, s'éliminer lorsqu'on va calculer ce qui se passe au niveau de l'appui B, et on obtient que
gamma que multiplie L plus delta est égal à 0. On a une deuxième équation. Alors, pour trouver les équations suivantes, la fonction de déplacement ne peut pas trop nous aider. Il va falloir faire appel à d'autres conditions aux limites. Mais les limites, on a une autre limite en L sur 2, c'est-à-dire au niveau du raccordement des deux fonctions. Il faut naturellement que le déplacement soit continu, et il faut aussi que les fonctions y' soient continues. La fonction y', elle va traduire les rotations des sections. Et lorsqu'on a une poutre qui est symétriquement appuyée et symétriquement chargée, eh bien au niveau du point d'application de la force, la dérivée est nulle. Donc y' de x égale L sur 2 est égal à 0. On va écrire cette condition dans la partie gauche de la poutre. On obtient tout de suite alpha en remplaçant x par sa valeur, L sur 2. On écrit la même chose dans la partie droite de la poutre. En remplaçant x par L sur 2, on obtient gamma. Et l'équation vue sur le transparent précédent bien, permet de trouver delta. Donc vous voyez, en utilisant les conditions aux limites, on connaît maintenant, c'est ce qui est présenté sur ce transparent, l'équation des déplacements verticaux de la poutre en tout point petit x, dans la partie 1 et dans la partie 2. Bien. Tout comme on avait dessiné le diagramme des moments fléchissants et le diagramme des efforts tranchants, on va représenter le diagramme des déplacements en matérialisant en particulier le déplacement vertical maximal. Il suffit de remplacer dans la fonction y la valeur de x par L sur 2, et donc on obtient que le déplacement maximal est égal à moins FL3 sur 48 EI, moins, on ne s'étonne pas, la force étant dirigée vers le bas, le déplacement est dirigé vers le bas. Le déplacement est proportionnel à la force. Si on double la force, on double le déplacement. Le déplacement est proportionnel au cube de la distance entre appuis, donc au cube de la longueur, c'est-à-dire que si on double la distance entre appuis, eh bien on multiplie par 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, la valeur du déplacement. On a une sensibilité beaucoup plus grande. Au dénominateur, plus le module de Young, qui traduit la relation entre les contraintes et les déformations, est grand, c'est une propriété des matériaux, plus ce module est important, plus la poutre s'oppose par son matériau au déplacement, et pareil pour l'inertie. Plus l'inertie est grande, plus l'inertie est importante, plus le déplacement sera petit. Alors voilà représenté point par point la fonction déplacement. On va, à partir de ce diagramme, représenter ce qui se passe au niveau des appuis. Mais là encore, lorsqu'on est en présence d'une poutre qui est symétriquement appuyée et symétriquement chargée, on remarque qu'en positionnant l'origine du repère au niveau de l'axe de symétrie, la fonction qui traduit les déplacements est une fonction paire, ce qui peut vous économiser des lignes d'équation en étudiant uniquement le système sur une des deux parties, et en utilisant la parité de la fonction qui s'écrit ici, y de moins x égale y de x. Au niveau des appuis, on est amené souvent, dans les formulaires, dans les exercices, à calculer la valeur des rotations. La valeur des rotations, les rotations des appuis s'obtiennent à partir de la fonction y' de x. On ne s'étonne pas de retrouver en valeur absolue ici la même valeur pour les rotations, θ et θb, puisque la poutre est symétriquement appuyée et symétriquement chargée. Alors, un essai de flexion, c'est bien, on a déjà défini un des champs de sortie, les déplacements et les rotations. Maintenant, on va aborder très succinctement le problème des contraintes. Bien, lorsque vous faites un essai de flexion, vous allez faire apparaître des contraintes normales à l'intérieur des sections, c'est-à-dire des contraintes qui s'exercent perpendiculairement aux sections. Si on augmente naturellement la force, bien ces contraintes, on va voir qu'elles sont proportionnelles, vont augmenter et peuvent atteindre, c'est ce qu'on voit sur la figure ici, bien la résistance du matériau et donc entraîner la rupture. On a eu une amorce de rupture dans la partie inférieure de l'éprouvette qui s'est propagée jusqu'à la partie supérieure, et on voit apparaître finalement deux régimes qu'on va décrire. L'expérience montre qu'on peut admettre raisonnablement une distribution linéaire de la composante normale du vecteur contrainte entre la fibre inférieure et la fibre supérieure. Par voie de conséquence, en fibre supérieure, on a eu un rapprochement des sections,
ce rapprochement des sections s'est traduit par une compression, et en fibre inférieure, on a un écartement des sections qui s'est traduit par une traction. L'éprouvette que vous voyez là est réalisée à partir d'un liant hydraulique. Les liants hydrauliques ont une propriété particulière, c'est de résister convenablement en compression, mais pas très bien en traction. Donc il n'est pas étonnant que l'amorce de la rupture se soit située dans la zone qui est la plus fragile, puisque le matériau ne résiste pas en traction. Voilà. Alors, on démontre, l'objet de ce chapitre est simplement de vous montrer qu'il existe des relations entre les différents champs qu'on vient de voir. On démontre qu'il y a une relation entre la composante normale du vecteur contrainte, noté sigma maxi, et le moment maximal. Le moment maximal, on en avait parlé dans la section 3 lors de l'étude de la distribution des moments fléchissants. Eh bien, on démontre que la contrainte maximale est égale en valeur absolue au rapport du moment maximal, qui vaut ici Fl sur 4, divisé par une fonction géométrique I sur V. I, on en a déjà parlé, c'est le moment quadratique de la section, et V, c'est la distance, c'est représenté sur la figure de droite, entre la fibre neutre. La fibre neutre, c'est par définition l'endroit où on n'est ni comprimé, ni tendu. Et c'est la distance entre la fibre neutre et les fibres extrêmes. Et donc tout calcul fait, si l'éprouvette fait une hauteur h, la valeur de V c'est h sur 2, bien tout calcul fait, la contrainte maximale qui est induite par cet essai de flexion est égale à 3 fois Fl sur 2BH2. C'est-à-dire que si vous doublez la force, vous doublez la contrainte. Et donc, c'est généralement en mesurant la force à la rupture, bien qu'on obtient la résistance du matériau, c'est-à-dire la valeur de la contrainte à la rupture. Le transparent vous rappelle ici que lorsqu'on est en présence d'un matériau homogène, et ça peut surprendre, eh bien, la valeur de la contrainte maximale ne dépend pas de la nature du matériau. Interviennent dans cette formule uniquement la sollicitation mécanique et les caractéristiques géométriques de l'objet qui a été sollicité en flexion, à savoir la longueur, grand L, la largeur, petit b, et la hauteur, petit h. Le transparent qui est ici vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, comment on fait pour calculer le moment quadratique d'une section par rapport à un axe. Donc le moment, c'est classiquement la somme des moments élémentaires, et le moment élémentaire, ça va être l'élément de surface, ici. L'élément de surface, il est caractérisé par la largeur de l'éprouvette, petit b, que multiplie dy, donc ds est égal à b fois dy, que multiplie, puisque c'est un moment quadratique, le carré du bras de levier par rapport à l'axe de calcul, c'est-à-dire y au carré. Vous faites l'intégrale qui ne pose aucun problème et vous obtenez la formule qu'on a déjà vue quasiment depuis la première section de cette présentation, BH3 sur 12. Voilà, alors on arrive là encore à l'avant-dernier quiz de ce chapitre. Première question, quel autre nom donne-t-on à la relation de Clapeyron ? En utilisant la relation de Clapeyron et la relation qui est indiquée ici, indiquez la dimension du module de Young. Si vous êtes capable de définir la dimension d'une force, d'une longueur, d'une inertie et du déplacement, vous trouvez la dimension du module de Young. Qu'appelle-t-on fibre neutre ? Quel type de contrainte engendre la flexion de la poutre? Et enfin, dernière question de ce quiz, calculer le moment d'inertie d'une section non pas rectangulaire, mais circulaire, de rayon grand R, par rapport aux axes principaux d'inertie. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à aborder la dernière section de ce premier chapitre.